Charles, t'as rendu compte qu'en 1964, la Ford Mustang est arrivée sur le marché, est venue changer aussi l'histoire de la compacte, est venue ajouter la catégorie des pony cars. Oui, la Mustang, dans le fond, c'était une révolution dans le temps. Ça a été un grand succès commercial. En 64, même si on n'était même pas là, on soustrait nos âges, on n'arrive même pas à l'année 1964. Et pourtant, on connaît tous cette histoire fabuleuse d'une voiture qui a changé le cours de l'automobile américain. Oui, exactement. Bien, l'histoire de la Mustang a eu des bas, a été trufflée de plusieurs éléments dans son histoire globale, mais elle a su quand même sortir du lot et elle a amené un petit vent de renouveau aussi, là. Oui, grâce à la Mustang, on a vu l'apparition d'un modèle de compétition directe, un modèle de compétition indirecte et on a pu mettre sur la carte une légende de la route. Laquelle est-elle? On va-tu voir ça? Connaissez-vous Carroll Shelby, ce coureur automobile qui est devenu ingénieur pour des véhicules de performance? Vous le connaisseriez certainement pas si ce n'était pas de la Mustang. En 1959, Carroll Shelby remporta les 24 heures du Mans au volant de la Aston Martin DBR4. Malheureusement, dès 1960, Carroll Shelby doit abandonner la course automobile dû à des problèmes cardiaques, étant né avec une malformation cardiaque. Mais il se donna une nouvelle mission, d'aller combattre Ferrari aux 24 heures Le Mans pour le tiers du prix. Il va donc s'associer avec AC, une compagnie de voitures sport européenne, pour leur fournir des moteurs Ford et va aller courser aux 24 heures Le Mans avec la Shelby Cobra. On connaît tous l'histoire, Ford a essayé de racheter Ferrari et ça n'a pas fonctionné. Alors Ford, dès 1964, approche Carroll Shelby pour développer la Ford GT40 et aller battre Ferrari sur la piste. Mais Carroll Shelby ne se contentera pas seulement de faire des voitures de course pour Ford, il va également développer des Mustangs avec une meilleure tenue de route pour aller sur la piste. En 1965, Carroll Shelby lance la Shelby GT350, une version avec un petit moteur de la Mustang et une excellente plateforme pour faire de la piste. En 1967, il lance la GT500, celle-ci avec un plus gros moteur. La Shelby GT500 sera discontinuée en 1971 et Shelby va prendre sa retraite. Les véhicules de Carroll Shelby le firent entrer dans le monde légendaire de l'automobile. Bien sûr, Carroll n'aura pas dit son dernier mot. Après une collaboration avec Chrysler dans les années 80 et 90, Carroll Shelby va revenir chez Ford en 2005. Il va aider Ford à développer une nouvelle GT500 qui va arriver en 2007. Au total, on va produire 3 générations de GT500 avec Carroll Shelby. Malheureusement, en 2012, Carroll Shelby s'éteint à l'âge de 89 ans. Et Ford poursuivra l'aventure Shelby et décida en 2016 de rendre hommage à la première Ford Mustang Shelby avec la Mustang GT350. Ben ça, la GT350. Ce qu'on vient de vous montrer, C'est une œuvre musicale. Ouais. On n'a pas monté à plus que 5000 tours. Ça peut se rendre à 8000 tours minute. C'est incroyable comme voiture. La sonorité mécanique et même le moteur. On a quelque chose de bien différent par rapport à une Mustang GT conventionnelle, là. Oui, ça s'appelle le Voodoo. C'est un V8 en aluminium double cam, mais on a des manetons de vilebrequin qui sont plats comme une Ferrari. Donc, ça serait supposé de sonner aigu comme une Ferrari, mais on a mis un collecteur d'échappement inégal comme une Subaru. Et donc, résultat, on a un son qui est américain, mais très riche, très velouté. Juste incroyable comme ça. Il n'y a aucune voiture qui sonne comme ça sur le marché. Non, c'est aigu, c'est rough, c'est vraiment... C'est très bizarre à exprimer. Là. On pourra quand même vous mettre d'autres extraits sonores, mais sérieusement, quelle voiture! Même au niveau de son look extérieur, bien, ça vient changer par rapport à une GT, encore une fois, conventionnelle. Bien sûr, pour 2024, ce n'est pas de retour. On a uniquement la version Dark Horse qui est censée venir la remplacer, mais tu sais, on n'est pas à la même échelle, là. Non, c'est ça. On est moins puissant.
Ici, on a 520 chevaux, 429 livres-pieds de couple. La Dark Horse en a seulement 500. Et on monte moins haut dans les régimes. Et on a vraiment une voiture qui est un petit peu plus extrême pour la piste que la Dark Horse. La Dark Horse, dans le fond, est une coche en dessous, comme on dit en bon québécois. On est un échelon en dessous de la GT350. Et quelle voiture! Oui, sérieusement, c'est incroyable. Au niveau de son look extérieur, bien, ça vient changer. On a les lips à l'avant, à l'arrière, le diffuseur est différent. On a aussi sur les côtés les bas de caisse qui sont en noir, qui viennent lui donner tout un look. Les barres aussi que l'on retrouve, les deux barres sur le capot qui se continuent sur le toit. Sérieusement, quel look incroyable. Bien sûr, on retrouve aussi les logos Shelby avec l'inscription Shelby GT350. C'est juste, ça vient se distinguer sur la route. Ça vient lui donner tout un petit aspect richesse dans son design. Et même lorsqu'on le conduit, lorsqu'on la croise, on le sait qu'il s'agit d'une Shelby. On sait que c'est une Mustang qui est plus spéciale que notre Mustang GT habituelle. Et aussi à l'intérieur, on a un badge Shelby GT350. On a également un volant retravaillé en Alcantara pour avoir une meilleure prise en main. Un levier de vitesse qui est différent. Et ce levier de vitesse-là, bien, parle-nous-en, Vincent, la course est juste spéciale. Oui, c'est assez court, c'est ultra précis aussi comme levier de vitesse et ça donne juste le goût de changer les vitesses une après l'autre et vraiment de, tiens, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est vraiment... D'enchaîner les rapports. Oh, c'est ça exactement. T'enchaînes les rapports un après l'autre et les changements sont... La course au levier est assez courte. Et au niveau des vitesses, c'est hyper long aussi. Donc, on a vraiment quelque chose d'incroyable. La présentation intérieure, bien, c'est dans le très basic quand même, là. On est dans du plastique en grande majorité. Les sièges nous maintiennent extrêmement bien en place. Siège Recaro exclusif à cette Shelby. Sérieusement, c'est juste incroyable ce qu'on a pu en faire. Maintenant, bien sûr, au niveau de la Shelby, bien, on n'a pas que la motorisation, on a aussi au niveau du système de suspension, les modes de conduite qui viennent changer grandement l'expérience. Par exemple, si vous allez conduire en mode normal, système d'échappement fermé, la direction sera très légère et même au niveau de l'accélérateur, bien, vous allez avoir beaucoup moins de précision, ça sera beaucoup moins performant lorsque vous allez appuyer. Lorsqu'on arrive en mode sport, en mode piste et même en mode drag race, drag strip, bien là, dans ce cas-ci, l'accélérateur sera beaucoup plus prime. On aura aussi, bien sûr, le volant qui va venir être beaucoup plus lourd et même la suspension qui sera beaucoup plus dure. Ça, c'est certain. Oui, et en fait, le mode normal, on ne veut pas l'utiliser avec l'échappement qu'on a, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un bouton aussi pour ouvrir et fermer l'échappement. Mais laisse ça ouvert. Oui, c'est ça. On laisse ce système d'échappement-là qui est ouvert en permanence. Et sérieusement, c'est juste incroyable ce qu'on en fait avec la Shelby. Ce qui est le fun de cette voiture-là, c'est qu'on Ford est revenu avec cette voiture-là alors que Carroll Shelby nous avait quittés. Et ils nous ont montré qu'ils ont l'intention de préserver l'angle Shelby, mais également qu'ils sont encore capables de le faire même sans Carroll. Ah ouais. Et on a vraiment une voiture qui est très, très, très spéciale et on ne le dira pas assez dans cet essai. Non. La Shelby GT350, c'est une future voiture de collection. En fait, les prix stagnent pas mal déjà. Et c'est une voiture qui est très, très, très spéciale et on le sent au moment qu'on démarre le moteur. Juste dans le banc passager en ce moment, je sais que je suis pas dans une Mustang ordinaire. Non, on le ressent, on l'entend. Puis même au niveau du comportement routier, tu sais, quand on appuie sur l'accélérateur, on arrive en virage. C'est tellement bien balancé. Oui, c'est balancé. L'arrière vient s'asseoir pour avoir le maximum de traction. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qui fait extrêmement bien son travail. Bien maintenant, Charles? Bien maintenant, on va aller parler d'une voiture qui a été créée pour répondre à la Mustang. J'en veux une. En 1964, au lancement de la Mustang, GM prédit un échec. 4 mois plus tard et 100 000 unités écoulées, le cri d'alarme se fait ressentir chez GM. Il faut un rival à la Mustang. GM lance le développement de son premier pony car. 2 véhicules vont être produits à partir de la même plateforme, la Pontiac Firebird et la Chevrolet Camaro. Arrivée en 1967, la Camaro connaît du succès et on écoule 700 000 unités à sa première génération. La deuxième génération arrive en 1970
et se démarque par un look plus près d'une voiture sport que d'un pony car. En 82, la troisième génération arrive pour répondre à la nouvelle Ford Mustang Fox Body qui connaît un vrai bon succès. On aborde un look très d'époque et bien sûr, le V8 est toujours au rendez-vous. En 1993, la quatrième génération de la Camaro, fabriquée à Sainte-Thérèse, arrive. Mais les ventes de la Camaro et de la Mustang s'essoufflent. Du côté de la Camaro, Chevrolet songe sérieusement à la retirer et du côté de la Mustang également. En 2002, Chevrolet retire la Camaro du marché et ferme son usine à Sainte-Thérèse. Mais Ford préparait une cinquième génération de la Mustang arborant des lignes rétro et à son arrivée, ce fut un succès immédiat. Voyant cela, Chevrolet retourne à la planche à dessin. En 2009, Chevrolet ramène le Camaro pour le millésime 2010. En 2012, on voit arriver la fameuse Chevrolet Camaro ZL1 qui sera le modèle de haute performance de chez Chevrolet. En 2016, on annonce la sixième génération de la Camaro, plus légère et sur sa propre plateforme, mais bien entendu, les ventes sont de plus en plus en déclin année après année. En 2023, les normes environnementales deviennent de plus en plus strictes et bien entendu, lorsqu'on combine les ventes qui sont à la baisse, Chevrolet décide de retirer la Chevrolet Camaro de notre marché. Et c'est pas parce qu'ils ne fabriquent plus la Camaro qu'on peut pas la conduire. Ça n'a pas de bon sens, ça. Aucun bon sens, ce genre-là. Chevrolet ont fait un excellent travail au niveau de la Camaro et on peut pas nier ça. T'sais, on l'offre en 4 cylindres, en 6 cylindres, en V8 puis en V8 Supercharge comme on retrouve ici. Bien sûr, au niveau de son assemblage, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Là. Vraiment pas. L'intérieur est d'une qualité qu'on va dire carrément médiocre. Très plastoc. Ouais. La visibilité aussi, on a priorisé le design avant le reste et la visibilité est inacceptable dans ce véhicule-là. Ouais. J'ai conduit une version coupée l'autre jour, j'ai perdu un Highlander dans l'angle mort. Non, c'est ça. Et je suis content de l'avoir décapotable aujourd'hui parce que c'est la seule façon d'avoir une bonne visibilité pour les angles morts et la visibilité arrière. Et même là, c'est très difficile à stationner, on voit rien. C'est le gros bémol de la Camaro. Et résultat, j'ai une relation amoureuse avec cette voiture-là. Je trouve que le châssis est superbe. On a une précision de conduite excellente. C'est une voiture qui colle très bien au sol, comme on a pu voir. Mais franchement, niveau visibilité... C'est décevant. Et vraiment, ça vient affecter littéralement le niveau de vie avec le véhicule. C'est intimidant à conduire à cause qu'on voit rien et non à cause que c'est performant. Non, c'est ça exactement. Puis ici, on retrouve une motorisation V8 6,2 litres Supercharge. Oui, ça produit 650 chevaux, 650 livres-pieds de coupe d'origine. Oui, c'est ça exactement, parce qu'il y a possibilité quand même de pouvoir faire des upgrades assez intéressants dans ces véhicules-là. Vous allez pouvoir les monter à 6, 7, 8, 900 000 chevaux. Donc, dans le cas ici, on soupçonne le fait qu'elle soit stage 3, ce qui veut dire d'être en mesure d'obtenir 900 chevaux. Oui, et c'est excessivement violent. Oui, pour vrai. Vraiment, là, c'est épeurant. Niveau transmission, ici, on a l'automatique à 10 rapports. Fait un très bon travail, mais elle a été reprogrammée probablement pour accommoder la puissance. En option, on peut avoir une manuelle à 6 rapports. J'ai pu l'essayer. C'est une superbe transmission. Je prendrais bien plus la manuelle que l'automatique personnellement. Moi, je prendrais la automatique. Ouais, je prendrais la automatique. Les changements de rapport sont hyper rapides. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça va être fiable dans le temps. Ça ne coûte pas nécessairement plus cher à l'achat. Donc, moi, personnellement, ce serait vraiment une boîte automatique. Mais grosso modo, la Camaro, c'est-tu bon? Oui, c'est bon côté performance, côté conduite. On a vraiment une voiture qui, à mon avis, personnel, a un meilleur châssis qu'une Mustang. Pas nécessairement au niveau de la Shelby GT350. On est assez similaires, je dirais, à ce niveau-là. Mais on a une voiture qui est capable aussi de mettre la puissance à terre sans problème. Mais vraiment, c'est ça. J'ai une relation amoureuse avec la Camaro. Je comprends pourquoi la Mustang se vend plus, mais je peux comprendre également pourquoi certaines personnes vont se la chercher. Premièrement, le moteur a beaucoup de potentiel. C'est une voiture qui se modifie très facilement. Deuxièmement, on a vraiment un châssis qui est superbe, qui, à mon avis, est supérieur à celui de la Mustang. Et même au niveau de la présentation extérieure, on arrive avec quelque chose qui vient se distinguer. C'est agressif en termes de présentation. Donc, pour vrai, la Camaro, on a fait un excellent boulot, mais il y a des petites choses qui dérangent. Puis
qui pourront déplaire à certains. Et Charles, on a fait quand même le tour là, de la Chevrolet Camaro. Il nous reste quand même à aller voir une concurrente qui n'est pas réellement une concurrente et qui est devenue une concurrente. Oui, on va aller voir une autre voiture d'exception. Voyant le succès de la Mustang, Chrysler désire répliquer. On réalise qu'il y a un marché disponible de pony car, mais de plus grand format, donc un véhicule plus gros que la Mustang. On décide donc de concevoir un pony car de plus grand format et on arrive en 1966 avec la Dodge Charger. Bien sûr que la Charger n'est pas une concurrente directe à la Mustang, mais en raison des fortes ventes et bien sûr d'un design qui se distingue, bien, ça deviendra une concurrente indirecte. Au point qu'elles seront mises de l'avant dans la légendaire course-poursuite du film Bullitt, mettant une Mustang en rivalité avec une Dodge Charger. La réelle concurrente de la Ford Mustang se pointe le nez en 1970 et se nomme Dodge Challenger. Un look musclé, des mécaniques très puissantes, dont le 426 MI, la Challenger laisse sa marque, mais doit être discontinuée en 1974 à cause des nouvelles normes environnementales. Elle revient en 1978 sous la forme d'une Mitsubishi rebadgée Dodge, mais les ventes ne décolleront pas. De son côté, la production de la Charger va s'arrêter en 1978 après 4 générations, dont la dernière étant un coupé de luxe personnel. Elle reviendra sous la forme d'une voiture à haillons traction de 1982 à 1987, mais sans vraiment d'histoire. Mais la Charger renaîtra de ses cendres. En 2005, on voit le succès monstre de la Ford Mustang et Dodge travaille activement sur une berline pleine grandeur avec un look rétro. Et on verra en 2006 apparaître la Dodge Charger. Voyant le succès de la Charger, on relance la Challenger en 2008. En 2011, on nous présente la 7e génération de la Charger au look encore plus musclé. En 2015, on fait une mise à jour esthétique et arrive avec le légendaire moteur L4. Pour 2020, on arrive avec la version White Body que voici. Vincent, on est à bord de ma voiture préférée à ce jour, la Charger SRT L4 Red Eye White Body. Ouais. Quel nom long! Le nom, ça n'a aucun sens. Et oui, en effet, c'est l'une de mes voitures préférées aussi, je t'avouerais. Et dans cette catégorie-là, bien souvent, les voitures, c'est plate à conduire. Et dans ce cas-là, bien le plaisir est très présent. Oui, on a beaucoup de présence Ouais. de la voiture. C'est une voiture qui est très charismatique et qui vous dit tout ce qui se passe. Oui, c'est ça. Autant au niveau du châssis, même au niveau de la conduite, vous allez tout ressentir dans le volant. On entre dans le véhicule, on démarre ça, on entend la sonorité mécanique et on active le mode sport. Lorsqu'on active le mode sport, bien, on vient ressentir tout dans la conduite. Autant au niveau du volant, la suspension vient se raidir, bien sûr. Et même au niveau de l'accélérateur, on ressent quelque chose de bien différent. Et tu as vu, lorsque j'ai embarqué dans l'auto, la première chose que j'ai faite, j'ai mis le mode sport, mais j'ai descendu la puissance à 500 chevaux. Et je vais t'expliquer rapidement pourquoi je l'ai fait. Parce que moi, je trouve que 500 chevaux, c'est pas mal correct. C'est pas mal ce qu'on a besoin. 797, je trouve qu'on en a beaucoup et on en a peut-être même un peu trop parce que les pneus viennent rapidement à déraper. Donc ça, moi, ça me plaît un petit peu moins. Mais 500 chevaux, je trouve ça bien en masse. On entend, bien entendu, le surcompresseur qui vient sciller. Donc ça, c'est assez amusant encore une fois. Donc, la majorité des éléments dans ce véhicule-là là, sont assez amusants. C'est une expérience sensorielle juste incroyable. Tout parle. Ouais. C'est fou. Et la voiture nous met dans une ambiance de confiance. Je suis de confiance, mais également de fais attention en même temps. Oui, c'est ça exactement. Et c'est confortable, ça roule tellement bien. On est en mode sport, on sent tout au niveau du volant, mais au niveau du confort, bien, les défauts de la route, on les sent pas tant. Non, on sent un peu les bosses, mais pas tant que ça. Non. Mais on sent aussi les pneus travaillés. Ouais. Ça, c'est vraiment agréable. On sent le niveau d'adhérence qu'on a. Et donc, comme tu dis, ça nous met en confiance, mais il faut quand même faire attention. Ouais. 797 chevaux, 707 livres-pieds de couple. C'est une voiture qui est très violente en ligne droite,
qui est très dramatique et qui est très dangereuse. Oui, exactement. Quand vous mettez l'accélérateur à fond, les pneus vont se mettre à patiner à l'arrière et vous allez ressentir perdre l'arrière, ce qui peut être à quelques fois assez peurant, je vous le dirais, parce que j'ai toujours un petit stress lorsque je conduis ce genre de produit-là avec autant de chevaux et j'y vais toujours avec ma tête, bien sûr, mais il y a toujours un certain stress de se dire on va mettre l'accélérateur à fond, on va descendre les vitesses. Et moi, pour moi, 500 chevaux, ben, je trouve ça bien correct. On appuie, il n'y a pas de danger. Bien sûr, on va ressentir que c'est beaucoup, ça tire pas, mais c'est vraiment ça qu'on ressent. 187. Et lorsqu'on a... Là, on y va. Oh là là! Là, on a quelque chose entre les mains. Ça vient changer complètement le comportement de l'auto. Mais c'est incroyable comme voiture. La présentation extérieure, ça a une prestance. Le white body vient lui donner tout un style. Les roues de 3 avec les pneus de 305 de large à l'avant comme à l'arrière. C'est incroyable sur cette voiture-là. Elle a l'air d'un scorpion d'un certain angle. Elle a l'air comme... par contre, ici, on a la version un peu plus de base. Et l'intérieur est de base. Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas la grosse présentation intérieure où on retrouve, par exemple, le tableau de bord qui est en cuir. Ici, ce sera du plastique et du plastique assez décevant. On peut vous mettre quelques images, mais encore une fois, c'est décevant sur cette présentation intérieure-là. Le système Uconnect fonctionne super bien. Toutes les molettes, tout est bien présenté quand même, mais les matériaux, la finition, il en manque un petit peu. L'assemblage est super bon, ça craque pas. Mais encore une fois, ça débute à 40 000 et ça paraît. C'est ça, exactement. C'est un intérieur de Charger d'entrée de gamme où on n'a pas pris l'option, qui n'était pas disponible, si je me rappelle bien. Donc, je crois que l'option n'était tout simplement pas disponible d'avoir l'intérieur haut de gamme. Maintenant, au niveau des sièges, c'est tout le contraire de ce qu'on a conduit dans les deux autres bolides. Le maintien latéral est présent, mais c'est beaucoup plus confortable. Oui, les sièges, moins extrêmes. C'est ça, les sièges sont beaucoup plus en format touring qu'autre chose. Donc, il y a vraiment une grosse distinction entre ces trois véhicules-là. C'est beaucoup plus confortable aussi, 4 places assises. Et bien sûr, la grosse concurrente des deux autres produits qu'on vous a présentés, c'est la Challenger, qui est le vrai produit. Qui est le vrai produit rival. Oui. Mais on va être franc, on n'avait pas l'occasion d'en avoir une. Et puis, en même temps, moi, personnellement, j'aime beaucoup plus la Charger que la Challenger. Le châssis est, à mon avis, plus réussi, surtout en white body. Mais je l'ai dit, c'est ma voiture préférée à ce jour. Et, quelle tenue de route! Et, c'est incroyable. C'est vraiment ça. Tellement... J'ai des frissons. Il fait 40 degrés aujourd'hui, puis j'ai des frissons, là. C'est une voiture qui est juste dans son ensemble, ça se conduit comme ça se regarde. C'est ça, c'est magnifique. C'est exactement. C'est vraiment ça. Tu regardes l'auto, c'est exactement ça l'expérience de conduite. Est-ce qu'on a besoin de vous dire que c'est notre coup de cœur? Je pense pas, ça paraît. C'est une voiture exceptionnelle en tout point. Puis ça fait pas mal le tour. Les vitesses, les changements de vitesse sont hyper rapides aussi sur cette boîte de vitesse-là. C'est violent. C'est pour avoir conduit plusieurs produits Stellantis, par exemple, si on arrive dans un TRX, ben là, les changements sont beaucoup moins précis. Mais là, c'est tac, 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 tac. Fait que c'est... Wow! C'est juste violence, violence, violence. Tu regardes l'auto, c'est violent. Tu t'assois en dedans, tu fais comme, OK, c'est pas violent. Mais tu regardes l'auto, c'est violent. La conduite est violente. Mais il y a tellement de charisme dans cette voiture-là. Et les gens ne comprendront pas cette voiture-là tant qu'ils ne l'ont pas expérimentée. C'est vraiment ça. Faut l'essayer, c'est l'adopter. Vincent, c'est la fin d'une ère. C'est malheureusement la fin d'une ère. Les moteurs qu'on retrouve, les voitures qu'on retrouve derrière nous, équipées de V8, de puissance juste impressionnante et de sonorité mécanique, ben c'est la fin malheureusement. Et oui, la seule qui reste, c'est la Mustang. C'est elle qui a parti le bal, c'est elle qui l'a préservé, c'est elle qui l'a reparti durant les années 2000. Ouais. Et c'est probablement elle qui va repartir un autre, qui sait? Ben peut-être qu'on va voir revenir les V8 et on l'espère réellement. Et ben on n'a pas le choix de dire quand même que la Mustang, son heure est comptée actuellement.
on n'aura pas le choix à un moment donné d'abandonner toutes les V8. On s'en attend. Et bien sûr, ça demeure juste incroyable qu'on ait pu regrouper ces V8-là. Combien qu'on a de chevaux avec nous autres? On a 2447 chevaux. On a pour environ 400 000 de voiture. C'est juste incroyable. C'est très stressant, disons. Ouais. Mais on a eu une journée incroyable. Ouais. On a eu des voitures incroyables. On a eu un plaisir fou. De ton côté, c'est laquelle tu as préférée? Ah, j'ai un petit penchant sur la verte, je te dirais. Moi aussi. Tu le sais, c'est Ouais. la voiture de l'année Carpeet l'an dernier. Je l'ai dit dans l'essai. Son design, son style, sa motorisation, sa sonorité mécanique. Son comportement. Oui, exactement. C'est tellement une voiture enivrante à conduire. C'est pas la plus stable, c'est pas la plus performante, c'est juste la plus fun. Oui, effectivement. Et ça demeure une voiture qui va prendre énormément de valeur et qui, tout ce qu'il y avait de disponible dans les concessionnaires est disparu. Sinon, on a eu aussi un moteur assez spécial. Le moteur de la Shelby, effectivement. Oui. Quel moteur! Oui, la sonorité mécanique, le rendement quand même est assez intéressant et la boîte manuelle qu'on vient jumeler avec ça, juste wow! Et la ZL1, dans ce cas-ci, c'est l'enfant mongol. Oh, oui, exactement. On a un véhicule qui est modifié finalement, donc on a beaucoup plus de puissance que ce qu'on retrouve à la base. Donc on s'approche vraiment des 1000 chevaux. Donc la sonorité mécanique aussi qui vient de ce véhicule-là. Son comportement est assez spécial aussi. Les changements de vitesse sont assez précis. Et dans le cas ici, on retrouve la convertible, ce qui vient lui, en étant soit positif, soit négatif, ça vient lui permettre d'avoir énormément de visibilité, mais ça vient réduire considérablement la rigidité du châssis. Moi, personnellement, tu le sais, convertible, j'aime ça. Ouais. Mais au final... Oui, c'est la Charger. C'est mon amour, c'est ma maîtresse. On termine la saison de Semaine de char en remerciant bien sûr tous les gens qui ont pu contribuer de près ou de loin, autant notre équipe technique qui a été sur place pour nous aider. On aimerait ça aussi remercier tout ce qui a rapport à les concessions aussi qui ont pu nous aider. Autant l'Étoile Dodge Jonquière qui a pu nous permettre d'avoir accès à plusieurs produits, dont le Durango et celui-ci. Également Nissan Alma qui nous a prêté la Z pour le premier vidéo de la saison. Très apprécié. Ouais. On a eu vraiment un beau support de la part des concessionnaires. Et aussi, on a eu un énorme support des collaborateurs. Et sur ce, on vous laisse sur des images des 4 bolides.